C'est l'histoire d'une figure éminente du mouvement pacifiste américain. Mais ses relations amoureuses sont bien loin de ces discours qui prônent la paix. Avide de pouvoir et passionné par les riches héritières, ce gourou n'apprécie pas qu'on lui résiste, jusqu'à commettre l'irréparable. Vous écoutez Interpol, Emprise mortelle. Première partie. Holly Maddox était la fille aînée d'une famille de 5 enfants. Elle a grandi dans un quartier résidentiel de la ville de Tyler, au Texas. Holly était une grande sœur protectrice, une sorte de mère de substitution à bien des égards. Meg Wickman, la sœur de Holly. Elle était très proche de nous tous. Je crois qu'elle jouait pour moi un rôle de mentor. C'était la grande sœur qui nous servait de guide. Holly aime les arts et les lettres. En 1965, elle quitte sa famille pour aller étudier à l'université Bryn Mawr, près de Philadelphie. Au début des années 70, Philadelphie est le lieu de prédilection des artistes et des libres penseurs de tous bords. L'une de leurs figures emblématiques s'appelle Ira Einhorn. Il a été un des leaders du mouvement pacifiste des années 60 et a enseigné à l'université de Pennsylvanie. Gourou autoproclamé de la décennie Peace and Love, Einhorn prêche la non-violence, fait campagne contre la guerre du Vietnam et donne des conférences dans des salles combles. C'est un intellectuel respecté, vénéré par ses fidèles. Mais bien que Holly ne le sache pas encore, c'est un homme très dangereux. Après l'obtention de son diplôme universitaire, Holly croise le chemin de l'homme qui se fait appeler la licorne. Dès qu'il fait sa connaissance, il déclare à ses amis qu'il est bien décidé à la séduire, ce qu'il ne tarde pas à faire. Leur relation dure 5 ans, puis Holly décide qu'il est temps pour elle de tourner la page. Le 10 septembre 1977, elle annonce à Einhorn qu'elle le quitte. Mais Einhorn ne voit pas les choses de cette façon. À 2000 km de là, au Texas, la famille de Holly commence à s'inquiéter. Elle a toujours maintenu le contact, donnant fréquemment de ses nouvelles par écrit, mais ses dernières lettres intriguent ses proches. Dans ses lettres, elle ne parlait que de Ira. Ira a fait ci, Ira a fait ça. Je crois que cela cachait quelque chose. Et nous nous demandions, et elle dans tout ça? Elle ne parlait pas de leur relation, il n'y en avait que pour Ira. Leur liaison est entrée dans une dynamique de possession. Et je ne pense pas qu'elle savait à ce moment-là à quel point il la considérait comme sa propriété. Nous ne savions pas comment lui dire « Tu dois le quitter, tu dois fuir cet homme le plus vite possible. » Puis soudain, Holly cesse d'écrire. Sa famille n'a plus de nouvelles d'elle depuis des semaines. Elle a manqué plusieurs anniversaires, ce qu'elle ne fait jamais. C'était la mi-octobre et nous n'avions reçu aucune carte pour les 3 anniversaires d'octobre. Nous n'avions eu aucun coup de fil, aucune lettre, rien. C'était très étrange. Nous savions qu'il s'était passé quelque chose. Alors maman a tenté de la joindre au téléphone. Le dernier numéro que leur a donné Holly est celui d'Ira Einhorn. Madame Maddox lui demande s'il a vu Holly récemment. Il a répondu qu'il ne l'avait pas vue. Puis il a ajouté qu'elle était partie faire une course une quinzaine de jours plus tôt et que lorsqu'il était sorti de la douche, elle avait disparu et n'était jamais revenue. Maman a trouvé qu'il avait une voix très nonchalante. Puis elle s'est rendue compte que Holly venait de le quitter et qu'il était peut-être contrarié par cette rupture. La famille signale la disparition de Holly à la police de Philadelphie. Mais aux yeux des policiers, cette disparition n'a rien d'inhabituel. La police n'était pas en mesure de lancer des recherches, car rien ne prouvait qu'un crime avait été commis. Au cours de l'automne et de l'hiver, nous nous sommes raccrochés à l'espoir qu'elle avait peut-être décidé de prendre un peu de temps pour elle, et qu'elle nous donnerait peut-être de ses nouvelles à Noël. Mais les fêtes arrivent sans aucun signe de Holly.
En décembre 1977, au Texas, la famille engage Bob Stevens, un agent du FBI à la retraite, pour enquêter sur la disparition de Holly. Le détective privé veut d'abord savoir qui était Holly. C'était une élève brillante au lycée, puis à l'université. Je sais que beaucoup de gens décrivaient Holly comme la jeune américaine idéale, mais malgré tout, cela ne lui fait pas complètement justice, même si elle était pom-pom girl et deuxième de sa promotion. En réalité, elle était au-delà de tout ça. Elle ne rentrait dans aucune catégorie. Il est certain qu'elle avait une aura, qu'elle dégageait une force intérieure. Elle était douce, gentille et pleine de bonté. La famille parle de Einhorn au détective Stevens, de leur rupture et de la disparition de Holly. La sœur de Holly raconte à Stevens son voyage scolaire de 1977 en Angleterre, où elle croise Holly elle-même en vacances avec Einhorn. Ira les suivait partout où elles allaient dans la maison où ils étaient hébergés. Buffy et Holly ne pouvaient jamais se parler tranquillement. Finalement, Holly a dit à Einhorn « Fiche-nous la paix !» Plus tard, quand elle peut enfin lui parler, Holly raconte à sa sœur qu'Einhorn est très possessif et qu'il l'a trompée avec plusieurs femmes. Bien qu'elle s'inquiète de sa réaction en cas de rupture, elle est déterminée à le quitter. Holly avait déjà un endroit où se loger, mais je crois qu'il n'était pas libre avant le 1er octobre. Ce sont à peu près les dernières nouvelles que nous avons eues d'elle. Autour du 1er octobre, nous attendions qu'elle nous communique son nouveau numéro de téléphone et sa nouvelle adresse. Il est difficile d'imaginer qu'un célèbre militant pacifiste puisse faire du mal à sa compagne, mais Bob Stevens veut en avoir le cœur net. Il se rend à Philadelphie pour faire équipe avec T.J. Felding, un ancien agent du FBI devenu détective privé. Les deux hommes veulent interroger Einhorn. A priori, c'est la dernière personne à avoir vu Holly. Einhorn leur répète sur un ton désinvolte que Holly est partie vers le 10 septembre et qu'elle n'est jamais revenue. Il ne semble pas perturbé par la visite des deux enquêteurs. Sans son autorisation et faute de mandat, ils ne peuvent pénétrer dans l'appartement. Mais en revanche, ils peuvent questionner les voisins. Felding retrouve deux étudiants qui ont habité au-dessus de chez Einhorn. Leur témoignage ne présage rien de bon. Un des étudiants se souvient que fin septembre 1977, il a entendu des bruits sourds et un cri venant de l'appartement de Einhorn. Quelques semaines plus tard, les étudiants ont senti une odeur nauséabonde et remarqué un liquide marron qui suintait du plafond. Ils ont fait leur possible pour faire disparaître la tache en la frottant plusieurs fois à l'eau de javel. Leurs amis parlaient d'une odeur de morgue. Le propriétaire de l'immeuble explique au détective privé que le placard de l'appartement de Einhorn se trouve juste au-dessus et qu'il a tenté de déceler l'origine de l'odeur. Mais Einhorn refuse de le laisser entrer chez lui, affirmant qu'il doit protéger d'importants documents. Tout cela a paru étrange au propriétaire, mais étant donné qu'il s'agissait d'Ira Einhorn, il n'a pas insisté. Felding expose l'affaire à un inspecteur de la police criminelle de Philadelphie, Michael Chitwood. Tout ça ressemblait à une histoire d'Alfred Hitchcock. Il y avait du suspense, du sexe, de la violence. Et selon moi, il y avait meurtre. Chitwood pense que Einhorn a tué Holly dans l'appartement. Mais des soupçons basés sur une enquête privée ne sont pas suffisants pour motiver une arrestation, surtout lorsque le suspect est aussi célèbre. Mon travail consistait à réinterroger toutes les personnes concernées et à réunir suffisamment d'indices probants pour obtenir un mandat de perquisition à l'encontre de Ira Einhorn. Le policier doit avoir un dossier solide. C'était un ponte de l'université de Pennsylvanie et de Harvard. Il était lié à des personnalités comme Abby Hoffman et Jerry Rubin. Dans le contexte politique agité de la fin des années 70, de fausses accusations à l'encontre d'un leader pacifiste déclencheraient une vague de protestations contre la police. Chitwood réunit plusieurs documents, les dépositions des témoins à propos de la tâche, les plans des appartements
et les relevés bancaires indiquant que depuis septembre, Holly n'a pas touché aux 20 000 $ crédités sur son compte. Tout laisse penser qu'elle a été tuée à cette période et que son corps a été dissimulé dans le placard de Einhorn. Mais pour le prouver, Chitwood doit pénétrer dans l'appartement et dans le placard. « 28 mars 1979, le mandat de perquisition est signé. Les enquêteurs espèrent découvrir des cheveux ou des traces de sang. 18 mois après la disparition de Holly, sa famille espère que l'affaire va enfin être résolue. Ils allaient enfin entrer dans l'appartement et obtenir des réponses, découvrir ce qui était arrivé à Holly. Meg Wakeman, sœur de Holly. Et je crois qu'après cette si longue attente, nous savions que ce serait un soulagement, d'une certaine façon, mais aussi que nous devions nous préparer à la douleur du deuil. Chitwood se dirige directement vers le placard situé juste au-dessus des taches de sang. Mais la porte est cadenassée et Einhorn affirme qu'il n'a pas la clé. J'ai dit d'accord. Un technicien du labo m'a prêté un pied de biche. Mais au lieu de faire sauter le cadenas, j'ai dévissé le moraillon que l'on rabat pour fermer la serrure. Le cadenas était donc toujours intact et j'ai ouvert la porte. À l'intérieur du placard, Chitwood découvre une malle, une valise, un sac à main et perçoit une odeur de décomposition. Il y avait divers papiers d'identité de Holly Maddox. Carte de sécurité sociale, carte de bibliothèque, permis de conduire. Autant de documents qu'une femme garde généralement dans son sac à main. La valise appartient également à Holly. Désormais, l'inspecteur Chitwood sait ce qu'il va trouver dans la malle. J'étais à la criminelle depuis des années. J'avais déjà vu des cadavres et des cadavres décomposés. Celui-ci était dans un état avancé, mais c'était bien un cadavre. Il ne manque plus que quelques indices aux enquêteurs pour élucider le meurtre de Holly Maddox. Mais ce n'est qu'un premier aperçu de l'épais mystère qui entoure Ira Einhorn, le militant pacifiste dont les penchants violents l'ont peut-être conduit à commettre l'irréparable. En mars 1979, la police de Philadelphie perquisitionne l'appartement du militant pacifiste Ira Einhorn suite à la mystérieuse disparition de sa compagne Holly Maddox. À l'intérieur d'un placard fermé à clé, il découvre une malle cadenassée. Einhorn nie avoir les clés des serrures. Comme il l'a fait pour la porte du placard, l'inspecteur Michael Chitwood force la serrure de la malle. La malle est pleine. Sur le dessus se trouve un journal de Philadelphie daté de la mi-septembre 1977. C'était la date qui nous intéressait, celle à laquelle Holly avait disparu. Nous avions une malle, il flottait une odeur de mort. Je me suis dit, cette fois, c'est la bonne. Sous d'autres journaux apparaît une main momifiée. Ça ne fait aucun doute, il s'agit bien de Holly. On aurait presque dit qu'elle avait tenté de soulever le couvercle de l'intérieur, comme si on l'avait mise vivante dans la malle et qu'elle avait essayé d'en sortir. Chitwood repère d'autres preuves possibles dans la cuisine. Un jeu de clés, celle que Einhorn prétend ne pas avoir. Une clé ouvrait le cadenas du placard, l'autre le cadenas de la malle de voyage. Pour moi, Einhorn était grillé sur toute la ligne, car il avait prétendu ne pas savoir où étaient les clés. Malgré cette accumulation de preuves, les policiers sont sous le choc. Nous ne nous attendions absolument pas à trouver le cadavre dans l'appartement. Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas être vrai. Nous étions chez Ira Einhorn, un gourou, une personnalité politique. C'était une icône culturelle. La police de Philadelphie arrête la licorne pour meurtre.
Lors de l'autopsie, le médecin légiste confirme, grâce au dossier dentaire, que le cadavre est bien celui de Holly Maddox. La mort est due à une série de coups violents à la tête qui ont causé de multiples fractures. Le médecin légiste note que Holly s'accrochait peut-être encore à la vie quand elle a été enfermée dans le placard. Mais une question continue de troubler les enquêteurs. Pourquoi Einhorn a-t-il conservé le corps? Pour le psychocriminologue Chris Mohandy, c'est un jeu de pouvoir. Je pense que Ira a tué Holly Maddox parce qu'elle l'a rejeté et qu'elle l'a quitté. C'était un schéma typique. C'est moi qui décide quand et comment cette relation prendra fin. Il a donc repris le pouvoir qu'elle avait tenté de lui contester. Et il est même allé plus loin. Non seulement tu ne me quitteras pas, mais tu resteras auprès de moi, même après ta mort. Ça t'apprendra. 1 an et demi après la disparition de Holly, la famille Maddox a enfin une réponse. À présent, il leur faut affronter la vérité. Je ne savais pas comment réagir. Meg Wakeman, sœur de Holly. Quand j'ai su comment Holly avait été tuée, puis jetée dans une malle, j'étais atterrée. Qu'on puisse battre quelqu'un à mort pour le fourrer dans une malle, ça dépassait mon entendement. Holly était morte. Je ne reverrai jamais ma sœur aînée. Elle ne serait plus jamais présente physiquement parmi nous. Comment diable allions-nous vivre avec ça? L'interpellation du meurtrier de Holly est une petite consolation. Tant mieux. J'étais contente qu'il ne se soit pas enfui. Je me disais, à présent, il va être jugé. Mais ce n'est pas aussi simple. Le militant clame son innocence et déclare, à la surprise générale, que le meurtre de Holly est un complot monté par la CIA ou le KGB pour le piéger. Ça a fait l'effet d'une bombe. Lynn Abraham était le procureur de Philadelphie chargé de l'affaire Einhorn. Il inventait toute cette histoire. Les théories sur les complots de la CIA se vendent bien. Beaucoup de ses amis les plus crédules ont marché. Ils ne se sont même pas dit une minute. Oh là, il y a un cadavre dans le placard de ce type. J'ai intérêt à prendre mes distances. Non, ils ont couru au tribunal, prêts à défendre leur ami, un homme vraiment formidable. L'avocat de Einhorn est le futur sénateur Arlen Specter. Lors de sa mise en accusation, une foule de sympathisants très en vue, des banquiers, des professeurs d'université et même un pasteur épiscopalien viennent témoigner en faveur de Einhorn. Cet élan de solidarité émeut le juge qui, contre toute attente, libère Einhorn sous caution. Quand il a été libéré, j'ai dit au procureur, il ne passera jamais en jugement. Il va s'enfuir. Inspecteur Michael Chitwood, de la police criminelle de Philadelphie. Jamais ce type ne se présentera au procès. C'est terminé. Parce que je savais qu'il avait des contacts dans le monde entier. Les audiences préliminaires s'étendent sur plusieurs années. Le 14 janvier 1981, Einhorn ne se présente pas à une audience. La police vient l'arrêter. Mais il n'est plus chez lui. Quelle surprise! Tout le monde savait exactement ce qui allait arriver. Et c'est arrivé. Il a filé, il a disparu. Pour retrouver sa trace, les policiers pistent les derniers mouvements de Einhorn. Ils apprennent qu'il a vendu sa voiture et vidé son compte en banque, laissant un solde de moins de $10. Aucun de ses amis ne sait où il est. Einhorn vient d'échapper à un procès pour meurtre et a repris le contrôle de la situation. La fuite de Ira en janvier 1981 a été bien entendu un coup terrible de plus pour nous. Einhorn a quitté les États-Unis avec sa nouvelle compagne, Anna Jo Williams. La police craint qu'elle ne devienne une autre victime de Einhorn. Richard Di Benedetto, en charge des fugitifs au bureau du procureur, a repris l'affaire. Il enquête sur la compagne de Einhorn.
1 ou 2 jours après sa fuite, Einhorn a appelé sa petite amie. La sœur de celle-ci l'a conduite à l'aéroport et elle a pris un avion. La sœur n'en était pas certaine, mais il était possible que Holly soit partie en Angleterre ou en Irlande. Étant donné que Einhorn a probablement quitté l'État et le pays, le FBI prend part à l'enquête et l'agent spécial Michael Carbonell s'associe à Di Benedetto. Le FBI a obtenu un mandat d'arrêt contre Einhorn pour défaut de comparution. Sa fuite étant devenue un délit fédéral, nous avons étendu nos recherches au monde entier. Pour être efficace, la police de Philadelphie et le FBI ont besoin d'Interpol. À l'époque, John Imhoff était à la tête d'Interpol aux États-Unis. Quand je suis arrivé à Interpol, Ira Einhorn était un des fugitifs américains que nous voulions capturer en priorité. Il était en tête de liste en raison de l'atrocité du crime commis. C'était un personnage public qui faisait un pied de nez à la société en disant « Je peux faire ce que je veux, car je suis célèbre ». Interpol publie aussitôt une notice rouge qui vise les individus recherchés en priorité. La notice rouge signalait aux polices du monde entier que les États-Unis, au nom du parquet de Philadelphie, recherchaient un meurtrier, Ira Einhorn. Marie-Jo Grottenrath, chargée de liaison entre Interpol et le département de la justice. La notice comprenait la photo de Einhorn, ses empreintes digitales, son signalement, et tout ce que nous savions de ses habitudes qui pourrait aider la police à le localiser. Di Benedetto et Carbonell commencent à éplucher le carnet d'adresses de Einhorn, saisi au cours de la fouille de son appartement. La chasse à l'homme ne sera pas facile. Le célèbre fugitif a plus de 350 contacts dans une vingtaine de pays. Vous venez d'écouter Interpol. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Interpol est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par David O'Donnell. Il a été réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.